Encore une fusillade cette nuit, cette fois-ci en plein Paris, dans le 10e arrondissement. Y a-t-il plus de règlements de compte qu'avant en France ? Christophe Rouget est avec nous, bonjour. Vous êtes commandant de police et membre du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Vous allez nous éclairer. Voici ces images. Une fusillade qui a éclaté dans le 10e arrondissement, qui n'est a priori pas un quartier chaud. On est d'accord, hier, vous montrez des images du 19e également. On va voir les chiffres peut-être dans une seconde avec Tiffaine Piauget qui nous a rejoint aussi sur ce plateau. Ce genre d'image en plein Paris, ça vous étonne ou pas ? Non, malheureusement non, parce qu'on a vu tout cet été ce genre d'actes qui se sont développés dans les grandes villes, Lyon, Marseille, Toulouse, avec une augmentation effectivement de ces règlements de compte. Pourquoi ? Parce qu'il y a une explosion du trafic de drogue. Et il y a de tels enjeux financiers que rapidement, donc il y a des combats entre des bandes rivales pour des territoires. On a des banlieues, des cités qui sont segmentées socialement, ethniquement. Et donc après, il y a des règlements de compte qui sont faits, comme c'était fait avant pour la mafia, mais là, ça s'est généralisé malheureusement. Oui, c'est ça, avec des jeunes, même de plus en plus jeunes parfois. Alors, Tiffaine Piauget pour le service police-justice de LCI, bonjour à vous. Est-ce qu'il y a plus de violence entre bandes rivales qu'avant ? Eh bien, les services recensent 304 faits, pour être tout à fait précis, d'homicide par arme, de tentative d'homicide et de règlement de compte du 1er janvier 2020 au 31 août, alors que sur la même période, en 2019, eh bien, on en avait recensé seulement 287. Donc oui, on peut dire qu'il y a une légère hausse. Alors qui sont les responsables, qui sont les victimes ? Eh bien, Bénédicte, pour bien comprendre, il faut différencier deux choses. D'un côté, les règlements de compte liés au crime organisé. Ce chiffre-là, il est stable depuis plusieurs années. Mais d'un autre côté, il y a également les homicides et les tentatives d'homicide entre des délinquants qui ne font pas partie du crime organisé. Et ce chiffre-là monte. Alors ce sont, vous l'avez dit, des hommes plus jeunes, parfois mineurs. C'est ce qu'on a pu constater à Saint-Ouen lors de la fusillade de lundi, dans la nuit de lundi à mardi, avec des victimes âgées de 17 et 25 ans qui n'étaient pas des narcotrafiquants appartenant au grand banditisme. Alors maintenant, à quoi sont liées ces violences ? Eh bien, au trafic de drogue majoritairement, avec 80% de ces 304 faits qui sont des règlements de compte liés au trafic de drogue. Et est-ce que, Tiffaine, le confinement a eu un effet sur l'augmentation de ces violences ? Alors, dans un sens, oui. C'est ce qu'explique Yann Sourisseau. C'est le chef de l'OCLO, l'Office central de lutte contre le crime organisé. Il disait à nos confrères du Parisien ce matin, il y a eu une chute des règlements de compte et des homicides pendant le confinement, mais ils ont augmenté nettement dans les mois suivants, dans les 2 mois suivants. Ce regain de violence choquant l'opinion publique, disait-il. Les violences n'ont donc pas disparu pendant le confinement, elles ont été en quelque sorte reportées, repoussées ensuite, et c'est pour cela qu'elles paraissent actuellement plus nombreuses et donc plus visibles. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Tiffaine Piauget. Juste une petite précision. Quand on parle de crime organisé, on dit comment faire la différence entre le crime organisé et ces violences qui tournent aussi autour du trafic de drogue ? C'est bien là où la frontière est quand même compliquée dans les statistiques, parce qu'entre bandes rivales et crime organisé, c'est quand même compliqué de savoir un peu ce qui se passe. Ce qui est évident, c'est que le trafic de stupéfiants est à l'origine de tout ça, que ça fait des années en France, si vous me permettez l'expression cycliste, on pédale dans la choucroute, c'est-à-dire malgré la bonne volonté de tous les policiers de terrain, malgré les évolutions pour lutter d'une manière répressive contre le trafic de stupéfiants, il est en augmentation constante. Là, on a une nouvelle arme qui est l'amende forfaitaire délictuelle qui va permettre de toucher les consommateurs. Ce qu'il faut bien dire aux consommateurs. Pour les consommateurs de cannabis. Consommateurs de cannabis et aussi de cocaïne. Ah oui. Quand vous achetez de la drogue, vous favorisez la délinquance dans ces cités. Quand vous achetez de la drogue, vous favorisez ces règlements de compte. Donc c'est une manière de lutter contre les lieux de deal. Ça ne va pas tout résoudre, ce n'est pas l'arme absolue, mais il faut qu'on aussi en bataille, je crois, sur d'autres points qu'on n'utilise pas en France, sur la prévention, sur l'éducation, parce que sinon on n'arrivera pas à lutter efficacement contre le trafic de stupéfiants. Il faut mener toutes les batailles en même temps, quoi. Tout à fait. Ouais. Oui, dans le débat politique qui est permanent sur ces sujets-là, et j'écoutais encore sur LCI en fin de matinée, la plupart des responsables disent c'est la disparition des renseignements généraux, c'est la disparition de la police de proximité. C'est ça qui explique ce regain de ce type de violence. Est-ce que vous qui êtes sur le terrain, vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce que vous pensez que c'est un peu de la polémique politique un peu artificielle ? C'est beaucoup de polémiques artificielles. Ce qui fait le trafic, c'est que malheureusement, on a des produits
qui viennent de pays dont on connaît, des pays producteurs comme le Maroc par exemple sur le cannabis. Donc là, on n'a aucune attaque qui est faite au niveau international. Donc vous avez des pays producteurs, vous avez des pays consommateurs et vous avez des enjeux financiers qui sont conséquents avec des milliers de personnes qui vivent de ces trafics, en Seine-Saint-Denis par exemple. Donc quand vous avez des milliers de personnes qui vivent de ce trafic, il y a des enjeux énormes, ce qui explique ces règlements de compte. Alors on est au-delà des incivilités, des quartiers dans lesquels les habitants ont tout simplement peur de rentrer chez eux, et c'est récurrent d'ailleurs. On est allé à la rencontre des habitants de Saint-Ouen. Donc Saint-Ouen, c'est là où il y a eu cette fusillade en début de semaine, il y a 2 jours très exactement, cette fusillade dont parlait Tiffaine à l'instant, qui avait fait 2 morts. Reportage de William Molinier. Effacer les traces de sang, comme pour chasser les mauvaises images de la veille. Il est minuit lorsque lundi soir, des coups de feu éclatent dans la cité Soubise à Saint-Ouen. 2 jeunes sont retrouvés morts dans une cave. Une balle dans la gorge pour l'un, une dans le torse pour l'autre. Un 3e homme blessé aux jambes donnera l'alerte. La fusillade a terrorisé les habitants. Cette nuit, j'ai pas dormi. J'ai été refroidi parce que ça peut toucher même mes neveux et nièces. Ça peut toucher ma famille. Maintenant, c'est flippant. Je peux plus, on peut plus sortir. Ma sœur qui est malade, elle est traumatisée. C'est un traumatisme tout ça. Mais c'est invivable, il y a des quartiers, on leur demande leurs papiers pour rentrer dans l'immeuble. Selon les premiers éléments, la piste privilégiée par les enquêteurs est celle du règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Les 3 victimes appartiendraient au même groupe de dealers. Plusieurs sources évoquent la conséquence sanglante d'une escroquerie ou du braquage d'une marchandise. Et signe de la complexité de l'enquête, cette dernière a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne. La question est peut-être naïve, mais on a accès aux armes si facilement que ça. Des armes, même les armes lourdes. Les images qu'on voyait dans le 19e, c'était des tirs de mortier. C'est si facile que ça d'avoir accès à ces armes ? Oui, parce que les frontières se sont ouvertes, les déplacements entre les pays se sont développés. Donc on a des armes qui sont arrivées d'abord de pays de l'Est, maintenant d'autres pays. Et malheureusement, ça explique la corrélation entre cette augmentation de ces infractions, de ces délits, de ces crimes, puisque les gens se procurent plus facilement des armes et moins cher. C'est un marché comme un autre. Et donc, on a malheureusement ce type de délits qui sont commis, ces règlements de compte. Saint-Ouen, c'est quelque chose qui est tout à fait parlant. Il y a presque un an, Édouard Philippe a annoncé un grand plan, souvenez-vous, pour le 93. Où en est-on de ce plan sur le 93 ? Il a dit qu'il faut vraiment favoriser l'éducation, la justice et la sécurité, fidéliser des gens pour pallier les carences de l'État. Mais on a des effets d'annonce qui sont faits. Mais où en est-on de ce plan ? Peut-être qu'en un an, c'est difficile d'en voir les effets. On est quand même sur du temps long en ce qui concerne la répression de la délinquance. Je ne suis pas là pour défendre les plans proposés par différents gouvernements, mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas de baguette magique pour faire disparaître du jour au lendemain les trafics. Vous le savez sans doute beaucoup mieux que moi. Tout à fait, il faut lutter surtout, mais il n'a pas commencé encore, c'est ça le problème. Voilà. Donc il faut effectivement jouer sur l'éducation, la justice, la sécurité, mais voilà, on a parfois des plans qui sont longs à se mettre en œuvre. Il y a souvent des effets d'annonce comme ça, Patrice. En fait, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est très intéressant. Si on gère, par exemple, uniquement la répression, on met un pansement sur une jambe de bois. Il faut jouer sur les 3 ou 4 pieds, d'ailleurs, il y en a peut-être 4, mais que sont l'éducation, que sont la justice, la répression, les associations peut-être aussi. Oui, mais votre question, elle portait sur les réactions, la manière dont le gouvernement doit à la fois communiquer et agir. Parce que c'est deux piliers différents. En réalité, faire les 2 à la fois, il y a beaucoup de ministres de l'Intérieur ou de Premier ministre ou de Président de la République depuis le moment où la violence s'est vraiment développée. Je ne sais pas, la fin des années 70, c'est ça à peu près, je dirais. Donc ça fait une grosse quarantaine d'années, qui pensent qu'en parlant sans agir immédiatement, c'est facile à dire dans un studio comme ça, je reconnais, mais qu'en parlant déjà on fait passer un message et qu'on va rassurer l'opinion. L'idée c'est, il y a des drames épouvantables, il y a des faits divers insupportables, mais on va parler pour rassurer l'opinion publique. Voilà. Après, dans l'action, c'est beaucoup plus compliqué. Alors je relais un peu la question que posait Valérie, parce que, par exemple, pour former quand on dit il y a eu 10 ou 11 000 policiers en moins sous le quinquennat de Sarkozy. Alors François Hollande en a recréé, Macron en a recréé, mais il faut combien de temps entre le moment où on dit on crée 5 000, 8 000, 10 000 emplois de policiers et le moment où ils sont sur place, chez vous, sous votre autorité,
est prêt à travailler sur le terrain. Il faut quoi de recrutement. Oui, c'est ça. Il faut quoi, 2 ans, 3 ans Ça dépend du niveau des formations qui sont exigées, si vous êtes cadre ou non. Effectivement, il y a un temps de prenons un réaction. policier de base. Voilà, il va falloir 2 ans pour qu'il soit opérationnel, on va dire. Mais le problème n'est pas uniquement là. Je crois que le ministre de l'Intérieur l'a dit, il faut aussi du bleu sur la voie publique, mais il faut aussi comment arriver là. Et ça, les gouvernements précédents n'y sont pas arrivés. Il faut alléger la procédure pénale. Lorsque vous avez des procédures, de la paperasserie qui prend énormément de temps, vous n'avez pas de policiers sur le terrain. Hein. Ouais. Il faut attaquer aussi tout l'aspect financier. On a parlé tout à l'heure de l'amende qui permet d'attaquer les consommateurs, mais il faut toucher, et ça c'est une tendance lourde des dernières années, de plus en plus, là où ça fait mal, au portefeuille. Pouvoir saisir les voitures, pouvoir saisir des maisons, tout ce qui est sur lutter sur le blanchiment, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est de l'argent. Donc voilà, c'est pas uniquement des policiers sur le terrain. Ça ne veut pas dire que rien n'a été fait là non plus. Le non. blanchiment, aujourd'hui, vous ne pouvez plus retirer plus de 1 000 € je crois, à la banque, hein, parce que sinon il faut justifier, etc. Il y a des choses qui sont faites quand même. Et puis il y a eu sous Nicolas Sarkozy, me semble-t-il, il y avait eu une conjonction des agents du fisc et des policiers de proximité pour justement remonter ces filières financières. Tout à fait. Il me semble. On a fait travailler les services des douanes, les services financiers, les services policiers ensemble, ce qui va dans le bon sens. Il faut continuer. Ça continue, ça ? Voilà, ça continue, il faut le développer parce que c'est effectivement là où ça fait mal aux trafiquants. Et sur le quotidien, juste une précision, Christophe Rouget. Moi, j'ai lu que par exemple, dans un commissariat parisien, le maire de l'arrondissement avait dit au mois de mai à Christophe Castaner, à l'époque ministre de l'Intérieur, ça fait 3 mois que j'ai pas de commissaire de police. Ce à quoi le ministre de l'Intérieur avait répondu, on va attendre sans doute l'automne. Au mieux, vous n'aurez pas de commissaire avant l'automne. C'est fréquent, ce genre un commissariat sans commissaire ? C'est fréquent parce qu'on a malheureusement un ministère qui est très lent et que donc il faut des mutations qui sont inscrites dans un calendrier dans l'année, qu'on n'arrive pas à mettre parfois les bonnes personnes aux bons endroits. Mais comment on gère le quotidien des policiers qui travaillent dans ce commissariat, dans ce cas-là ? Alors il y a d'autres officiers qui sont autour de ce commissaire qui ont géré ce commissariat. Donc, mais effectivement, c'est un problème. Il faut pouvoir mettre les gens rapidement, favoriser leur mobilité, le fait qu'ils puissent aller dans ces zones aussi qui sont plus difficiles, moins demandées. Oui, sur tous les grands sujets, crise économique, crise sociale, etc., on regarde ailleurs ce qui se passe. En général, on se compare à l'Allemagne, on regarde dans l'Union européenne, voire plus loin, etc. Sur ces affaires de sécurité, est-ce qu'il y a 2 ou 3 décisions ou orientations stratégiques qui ont été prises, par exemple en Europe, qui n'existent pas en France et qu'on devrait prendre pour exemple ? En matière de lutte contre le stupéfiant, effectivement, c'est très différent en fonction des pays. Donc, on a pays qui ont dépénalisé, légalisé, vous en avez d'autres qui ont travaillé sur les plusieurs piliers, sur les soins aussi. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'en France, nous sommes en situation d'échec puisque nous sommes le pays le plus consommateur. Donc, il faut regarder pays le plus consommateur d'Europe. Oui, d'Europe. Donc, il faut regarder ça attentivement. Pourquoi ces échecs ? Est-ce qu'on a mis trop l'accent sur le répressif et pas sur le reste, comme c'est fait dans d'autres pays ? Un pays où actuellement il y a d'autres mesures qui ont été prises, c'est le Portugal, où il y a des résultats qui paraissent efficaces. Donc, voilà, il faut et en Europe du Nord ? Et en Europe du Nord aussi, mais pour l'instant, le pays qui est un petit peu cité comme exemple sur la lutte contre le trafic de stupéfiants, c'est le Portugal. C'est quoi le profil de ces délinquants ? Moi, j'ai lu qu'on était passé de bandes de délinquants organisés, si j'ose dire, qui ne... Je veux pas choquer, mais qui tirent pas sur tout le monde dans la rue, à des gamins qui sont capables de rafaler pour pouvoir atteindre leur but. C'est malheureusement ça, la sécurité, c'est qu'ils prennent des choufs, des jeunes pour surveiller dans les cités par exemple, sur ces territoires qu'on protège. Et c'est des jeunes gens qui sont en échec scolaire, qui s'en vont parce que faire le chouf surveillé dans une cité, ça rapporte de suite beaucoup d'argent. C'est-à-dire quand on gagne 4 fois ce que gagne son père oui, c'est quoi, une centaine d'euros par jour, c'est ça ? Ça va dépendre des quantités de trafic, ça va dépendre des lieux, mais ça monte très vite. Donc vous avez des jeunes qui du coup gagnent tout d'un coup beaucoup d'argent et qui se retrouvent dans ces trafics-là. Et donc, vous avez effectivement tous ces problèmes. Parce que le confinement n'a pas dû aider, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont plus allés à l'école, du coup, et qui se sont retrouvés... Ça n'aide pas, effectivement. Et on voit bien que dans des départements comme la Seine-Saint-Denis, où on a beaucoup d'échecs scolaires, on retrouve aussi ce phénomène. Est-ce qu'il y a un débat à l'intérieur des forces de l'ordre sur la dépénalisation ou la légalisation ? On a entendu le ministre de l'Intérieur, ici même sur notre antenne, dire qu'il y était opposé, pardon des mots, mais je ne fais que répéter les mots du ministre de l'Intérieur, la drogue, c'est de la merde. Est-ce que les forces de police se disent que peut-être la légalisation, la dépénalisation pourrait être une solution pour tâcher de contenir cette ultra-violence ? Comme tous les citoyens, des policiers se posent des questions parce qu'ils voient aussi l'échec de ces mesures répressives. Et donc, ils se disent peut-être, est-ce que ça ne serait pas la solution ? Mais ils voient aussi, d'une manière quand même très réelle, les impacts sur les accidents de la route, sur les jeunes gens qui se suicident.
à cause des consommations de produits stupéfiants, qui se battent, tous ces effets négatifs au quotidien. Donc ils savent très bien aussi tout ce que ça produit sur notre jeunesse et ces effets-là. Après, c'est aux citoyens de voter au niveau des élections et de décider quelle sera la meilleure politique. Dans des élections, on ne vote pas là-dessus. Alors peut-être que si, figurez-vous, parce qu'il se trouve que la France insoumise a décidé de se saisir de ces questions. C'était la rentrée de Jean-Luc Mélenchon hier à l'Assemblée devant son groupe, et il l'a dit, le leader de la France insoumise, on va arrêter de se faire traiter d'angélique sur ce terrain-là, faire trop d'angélisme, voilà, sur ce terrain-là, et on va attaquer là où ça fait mal. Ils ont un certain nombre d'idées. On va l'écouter, on en parle après. La France insoumise, ce groupe parlementaire, a décidé de changer sa méthode de combat. Nous sommes d'accord pour combattre immédiatement et sans concession le crime et la délinquance. Nous sommes fatigués de nous faire traiter d'angéliques parce que nous ne le sommes pas. Nous demandons qu'on compare les méthodes que nous proposons à celles qui sont appliquées, parce que celles qui sont appliquées ne valent rien. Alors, parmi les méthodes et les propositions, vous allez me dire ce que vous en pensez, refonder la police de fond en comble. On a besoin, dit Jean-Luc Mélenchon, d'une police républicaine, une police qui ne soit plus manipulée par des syndicats d'extrême droite qui ont des comportements factieux. Il faut rétablir également une formation sérieuse pour les policiers. Elle n'est pas sérieuse, la formation ? La formation, elle est sérieuse, elle demande toujours à être améliorée. Le président de la République, lors de la campagne, a dit « Je vais faire une académie de police pour former tous les corps de la police nationale ensemble ». Nous attendons toujours. Voilà, vous voyez aussi, il y a des annonces qui sont faites, il faut les mettre à exécution. Donc je pense que les policiers sont bien formés. On a un effort à faire beaucoup sur la formation continue. Il faut que les gens puissent faire du tir, il faut que les gens puissent travailler sur les techniques d'intervention. L'école au début d'une scolarité, c'est bien, mais ensuite, il y a toute la formation continue. Et là, on a une faille vraiment On l'avait importante. dit beaucoup au moment des Gilets jaunes, où les policiers qui venaient sur ce plateau disaient on n'a même plus le temps de s'entraîner, en fait, notamment au tir, puisqu'on est mobilisé tous les jours. Malgré tout, d'un point de vue plus politique, c'est une bonne nouvelle que tous les partis s'en saisissent. Même les écolos, dont ce n'était pas un des sujets de prédilection, dans certaines villes qu'ils ont remportées au mois de mars, ont pris des décisions concernant la sécurité qui sont parfois assez significatives. Un sondage récent, je crois, disait que c'était une des priorités des Français, donc il est normal que tous les partis politiques puissent se déterminer sur certaines des cours où tout d'un coup les problèmes en arrivant dans des municipalités de délinquance. Donc il faut que tous les partis s'emparent de ça, parce que il y a des bonnes idées qui peuvent naître partout. Voilà. Est-ce que je peux être un peu cynique ? La perspective de l'élection présidentielle a sans doute aussi fait naître pas mal de vocations sur ces sujets. J'en ai peur. Et c'est ça la politique, Valérie. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau du Club Le Châtelier. Vous êtes toujours le bienvenu, bien évidemment, pour évoquer tous ces sujets.